main, ouais, Joe, mi-doigt. Je te veux pour le meilleur et ne puis bébé, rassure-moi. Et la gamme est beau de goût, mais on est en veut. 13h à Cotonou, 12h en temps universel. Radio Afrique Santé, si ton écoute partout dans le monde. Samedi 9 novembre 2024, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h de Radio Afrique Santé, dont voici le sommet. La religion doit-elle déterminer l'issue d'une relation amoureuse? Élément de réponse dans cette édition. Dans la page santé de ce 13h, nous aborderons les habitudes à adopter pour prendre soin de son foie avec l'infirmier Fiacre Koudjina. Les pages sportives nationales et internationales meubleront également ce journal. Voilà pour les grandes articulations, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Un sous-officier des forces armées béninoises a perdu la vie le jeudi 7 novembre 2024 dans la commune de Karimaman, département de l'Aliboré. Ce drame est subvenu lors d'une mission de sécurisation dans le quartier des Tangara, arrondissement de Biri-Lafia. L'incident s'est produit aux environs de 17 heures lorsque la patrouille militaire chargée de sécuriser les astres menant à une base située dans la zone a subi l'explosion d'une mine artisanale. Ce dispositif explosif enfui sur la route a causé des pertes humaines et matérielles dans le rang des forces armées et défense et de sécurité. De sources militaires, des mesures ont été immédiatement prises pour inspecter les alentours et identifier d'autres moteurs explosifs professionnels potentiellement dissimulés par les individus malveillants. Ce n'est pas la première fois que l'armée béninoise est endeuillée dans cette région frontalière avec le Niger. En décembre 2023, 2 soldats avaient perdu la vie dans des circonstances similaires, victimes d'une bombe artisanale dans la même commune de Karimaman. Depuis plusieurs années, le nord du Bénin fait face à une montée des attaques perpétrées par des individus armés non identifiés. Ces groupes sèment la terreur en s'en prenant aux populations civiles, aux biens publics ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. Face à ces menaces persistantes, l'armée intensifie ses opérations pour protéger les zones sensibles et assure les communautés locales. On prend le pôle de l'actualité au plan national, cette fois-ci avec Kamen Rodeo. Bonjour chers auditeurs, on démarre par des perturbations annoncées dans la fourniture d'eau à Cotonou. La Société nationale des eaux du Bénin Soneb a annoncé dans un communiqué hier des perturbations dans la fourniture de l'eau dans plusieurs quartiers de la capitale. Les perturbations ont commencé dans la nuit d'hier. Les populations en connaîtront d'autres cette nuit entre 0h et 5h du matin. À en croire la Soneb, ces perturbations sont dues à des travaux préparatoires au raccordement des grosses conduites d'adduction posées au carrefour Toyota Vedoko. La société ajoute qu'à la fin des travaux, le retour normal de la pression au robinet se fera de façon progressive. On poursuit et on apprend que les avocats de Florent Maouillon demandent sa mise en liberté provisoire. Devant la criette jeudi dernier, les conseils du TikToker ont évoqué des troubles psychologiques de leurs clients pour demander sa mise en liberté provisoire. À l'ouverture de l'audience, l'un des avocats du prévenu a présenté à la cour le document d'un hôpital qui se trouve en France et dans lequel Florent Maouillon était interné pour des raisons psychiatriques. Selon l'homme de droit, c'est depuis ce centre hospitalier qu'il a réalisé la vidéo qui lui a valu la prison. L'avocat a donc sollicité sa mise en liberté provisoire pour lui permettre de poursuivre ses soins. Mais le deuxième substitut du parquet spécial a émis des réserves sur cette demande de mise en liberté provisoire. Pour le magistrat, le code barre sur le document qui serait venu d'un hôpital français ne fournit aucune information sur son authenticité. Il a donc demandé à la cour de rejeter cette demande de mise en liberté provisoire au motif que depuis l'interpellation du prévenu en juillet dernier, il n'a présenté aucun signe de trouble mental. Le juge a alors renvoyé son délibéré sur la demande formulée par les avocats du mis en cause au 5 décembre prochain. À cette date, il se prononcera sur la mise en liberté provisoire ou non de l'accusé. Pour rappel, Florent Maouillon est poursuivi pour des faits de harcèlement via des moyens électroniques. Il avait dans une vidéo sur son compte TikTok tenu des propos outrageants contre la police républicaine.
Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Malgré une baisse de moins de 2 enfants par femme au cours des 20 dernières années, la fécondité demeure encore élevée au Bénin. Parmi les facteurs qui expliquent ce niveau élevé, on peut citer entre autres une faible prévalence contraceptive. C'est pour cette raison que depuis les conférences internationales sur la population de Mexico en 1984 et du Caire en 1994, les autorités politiques du pays ont officiellement manifesté leur volonté de promouvoir et de soutenir la planification familiale. Cette volonté s'est traduite par l'adoption en mai 1996 de la déclaration de la politique de population depuis la publication des résultats de l'EDSB 1 de 1996. Cette déclaration se concrétise progressivement par l'élaboration et la mise en œuvre de programmes mieux ciblés en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Toujours est-il qu'il existe quelques goulots d'étranglement non moins négligeables. La planification familiale, je n'ai jamais assisté à ça. Mais selon ce que mes amis disent, elles disent que la planification familiale de 5 ans n'est pas une bonne chose parce que ça donne du cancer. La planification de 3 mois, que quand tu fais cette planification-là, que tu continues de saigner pendant 2 semaines ou bien 1 semaine, ce qui n'est pas bien. C'est pour cette raison que moi, je ne me suis pas manifestée. J'entends souvent parler des méthodes contraceptives pour ne pas tomber enceinte. Bon, j'ai peur des effets secondaires. Par exemple, j'ai une tante qui l'avait fait. Elle est devenue grosse, elle saigne beaucoup. C'est pourquoi j'ai peur de faire ça. C'est surtout à cause des rumeurs concernant les effets secondaires de l'utilisation des méthodes de planification familiale que moi, je ne veux pas adopter ces méthodes. S'il arrive que vous adoptez une méthode contraceptive et que vous êtes confronté à quelques difficultés, c'est-à-dire des effets secondaires pouvant découler de cette méthode contraceptive, il faut savoir que c'est pas genre une maladie et que la plupart des médicaments que nous utilisons ont des effets secondaires. L'exemple simple que je peux prendre, c'est le paracétamol que nous prenons et qui est utilisé le plus couramment possible pour soigner les maux de tête et les fièvres. Il faut savoir que ça a des effets secondaires comme par exemple une toxicité hépatique, mais cela n'empêche pas quand même de prendre ce médicament. Donc quand nous prenons les différentes méthodes contraceptives, surtout les méthodes hormonales comme la pilule contraceptive que nous appelons l'AFIA, ou bien le Jadel, ou bien les injectables que nous utilisons, et on peut être confronté à quelques effets secondaires, comme la prise ou bien une perte de poids, ou bien une perturbation du cycle menstruel, c'est-à-dire au cours de vos règles. Vos règles peuvent venir, mais le saignement sera un peu plus abondant, ou bien le saignement ne viendra pas du tout, ou bien au cours du cycle menstruel, après le saignement, vous aurez de petits saillantements. Quand ces effets secondaires vont survenir, il faut pas souvent écouter la désinformation qui est faite tout autour de ça, pour dire que ces méthodes vous rendent malade. Non, ça fait partie de leur fonctionnement et quand ça survient, vous pouvez vous rendre dans un centre de santé où des prestataires qualifiés vont vous prendre en charge. Il faut savoir que généralement, toutes ces méthodes contraceptives vous permettent d'éviter à plus de 95 à 96%, voire 99% même, d'éviter la grossesse et cela vous permettra quand même d'espater les naissances et par ricochet avoir quand même du temps pour vaquer à vos préoccupations, avoir plus de revenus parce que élever un enfant aujourd'hui, c'est pas assez facile. Je vous en disais un mot, le foie est un organe abdominal logé chez l'homme dans l'hypocondrie droite et qui assure 3 fonctions vitales, à savoir une fonction d'épuration, une fonction de synthèse et une fonction de stockage. Comment maintenir cet organe en bonne santé? L'infirmier Fiak Koudjinan nous enseigne. Pour maintenir son foie en bonne santé, je pense qu'il serait important d'adopter des habitudes alimentaires équilibrées et variées. Il faut privilégier une alimentation variée et équilibrée en encourageant la consommation d'une grande variété de fruits et légumes, des protéines maigres comme la viande du poulet, le poisson, les œufs et les légumineuses, les glucides complets comme le riz brun. Il faut consommer des aliments qui sont bénéfiques pour le foie. Et comme aliments bénéfiques pour le foie, nous avons l'ail, le chou, les épinards, la betterave et l'avocat. L'ail, ça favorise l'activation des enzymes hépatiques et qui aide maintenant à éliminer les toxines. Le chou et puis l'épinard sont riches en chlorophylle et aident à détoxifier le foie. La betterave contient des nutriments qui protègent le foie des dommages oxydatifs. Maintenant, si nous prenons l'avocat, c'est très riche en acides gras sains et aide maintenant à réparer le foie. Il faut maintenant une bonne hydratation.
D'accord? Donc, le fait de boire suffisamment permet d'éliminer les toxines. Il faut encourager la consommation du thé vert qui est très riche en catéchines. Les catéchines sont des oxydants puissants qui protègent maintenant le foie. Il faut limiter les substances néfastes comme l'alcool, oui, les graisses saturées, les sucres raffinés et les boissons sucrées, et aussi éviter les excès en sel. Il faut favoriser maintenant les graisses saines, c'est-à-dire utiliser des huiles saines comme l'huile d'olive, consommer des poissons riches en oméga 3 comme le saumon, les sardines qui ont des effets anti-inflammatoires. Il faut faire beaucoup attention aux toxines, c'est-à-dire il faut préférer la consommation des aliments biologiques au détriment des OGM. Donc, lorsque vous avez la possibilité de choisir les aliments biologiques, il faut le faire. Faut essayer de réduire maintenant l'exposition aux pesticides s'y arrive et autres produits chimiques. Il faut éviter les essais de compléments. C'est-à-dire, il y a certaines plantes qui ont des essais en supplémentation en vitamines. Donc, il faut éviter cette consommation en essai. En direct du studio Vincent Folly, cette édition se poursuit. Dormir près du téléphone est plus qu'une habitude pour nombre de jeunes. Mais est-ce que cet acte est sans conséquence sur la santé? Cet élément de Carmen Rodeo nous informe mieux. Brancher son téléphone avant de s'endormir est devenu un réflexe pour de nombreux jeunes. Cet acte conduit certaines personnes à dormir près de leur téléphone, qu'il soit en charge ou non. Et cela en raison de l'emprise de Morphée qui les saisit alors qu'elles manipulent l'appareil. En revanche, d'autres préfèrent s'éloigner de leur téléphone dès qu'elles sentent qu'elles vont s'endormir. Je n'ai pas eu l'habitude de dormir à côté de mon téléphone comme ça. Je branche mon téléphone et là où je dors, c'est un peu loin de mon téléphone, quoi. Au moins 10 mètres comme ça avant de me coucher. Parce que l'histoire de dormir à côté du téléphone, ça crée beaucoup de conséquences. Ça a beaucoup de risques. Donc pour éviter tout problème, c'est mieux qu'on reste un peu loin du téléphone, quoi, avant de dormir. Je ne dors pas à côté de mes téléphones. Avant de dormir, moi, je mets mes téléphones à la charge avant de dormir. Donc du coup, ça ne reste pas à côté de moi. Sur mon poste télé, je le mets à la charge au salon avant de me coucher. Bon, pour moi, le fait de dormir auprès du téléphone, ça peut endommager beaucoup le truc. Parce que peut-être tu peux être en profond sommeil. Du coup, on peut t'appeler. Parce que comment tu peux te réveiller, ça te rend compte quoi. Alors que bon, tu n'avais pas l'intention de te réveiller toi-même. Et aussi, peut-être tu peux laisser le portable branché et puis t'endormir. Et puis avoir des coups circuits. Si j'ai la fatigue, si je suis vraiment fatigué, je ne me rends pas compte que je m'endors pour du téléphone. Mais quand je me réveille, je laisse ça au moins 5 mètres de moi. Moi, je ne dors pas près de mon téléphone. Ça peut entraîner des maladies, des troubles, les maux de tête. Si on peut avoir troubles de sommeil. Quelles sont les conséquences de cette habitude sur la santé humaine? Un spécialiste de santé nous éclaire à ce sujet. Le premier point, c'est les accidents électriques qui peuvent survenir. Plusieurs personnes ont rapporté de par le monde des accidents. Par exemple, il y a certains qui se sont réveillés avec leurs oreillers qui étaient en feu. Et donc, ces accidents-là, le risque est plus important si le téléphone à côté duquel on s'endort est à la charge. Donc, il y a les accidents électriques qui peuvent survenir. Le deuxième point, c'est les troubles du sommeil. Donc, avec les ondes qu'émettent et reçoivent nos téléphones portables, dormir à côté d'un téléphone portable expose à des troubles du sommeil, notamment des cauchemars, l'impression de sommeil non réparateur et tout ce qui va avec. Et pour finir, il y a les troubles hormonaux. Il faut savoir que au sein de notre cerveau, il y a comme une horloge qui dit à notre cerveau que voilà, qui dit à notre corps que voilà, il est temps de produire tel hormone, il est temps de produire tel autre hormone, il est temps de produire tel autre hormone. Alors, quand on dort à côté d'un téléphone portable tout le temps, ça peut dérégler l'horloge là. Et donc, notre corps ne sait plus vraiment à quelle heure il doit produire tel hormone, à quelle autre heure il doit produire tel hormone. Donc, ça peut créer une petite cacophonie au sein de notre cerveau et qui dérègle tout, qui peut donner des troubles hormonaux. 13h passées de 15 minutes dans tous les studios de Radio Afrique Santé, vous suivez l'édition de 13h. La religion a le don de s'incruster dans les relations, surtout quand il s'agit de couples au sein desquels le rapport au sacré diffère et que la confession religieuse diffère également. Mais la religion doit-elle vraiment déterminer l'issue d'une relation amoureuse? La grâce à Dieu nous rapporte ici des avis recueillis dans les rues de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Moi, je suis pas d'accord pour les couples où il y a des religions différentes. La religion est importante pour se mettre en couple. Ça, c'est pour moi. D'autres peuvent dire que, ouais, après tout, nous sommes les mêmes. Moi, je suis strict sur ça, quoi. Genre, je suis chrétien, elle est chrétienne, puis ça peut aller. Je suis évangélique, elle est catholique. Bon, c'est à revoir, mais ça peut aller quand même, avec hésitation.
Mais je suis chrétienne et musulmane, c'est compliqué. Et parce que c'est difficile de s'entendre. Parce que ce que toi tu as reçu comme éducation de ta religion, c'est pas la même chose que l'autre a reçu. Et les doctrines sont très différentes. Non. Avant même d'apprendre, de commencer, de me mettre avec la personne, apprendre à la connaître et après décider si je vais m'engager avec lui, il faut d'abord que je sois sûre. Donc oui, bien sûr, la religion détermine l'issue d'une relation. Et pour moi, je ne parle même pas de relation tant que la personne n'est pas vraiment de ma confession religieuse. C'est vrai, il peut y arriver que la personne, on peut commencer et après la personne va décider de me suivre, de venir vers Christ. Ce n'est pas impossible, mais c'est rare. C'est des trucs que je prends en compte. Est-ce que la religion doit déterminer l'issue d'une relation? Je suis d'avis que c'est un grand oui, parce que ce n'est pas juste une question on n'est pas de la même obédience religieuse et un peu de tout ça. C'est une question de valeurs. Quand tu vas, par exemple, chez nos frères qui sont musulmans, les valeurs ne sont pas les mêmes que les valeurs de ceux qui sont chrétiens. Il y a un certain nombre de choses. Si vous aspirez à vivre ensemble, passer le reste de vos jours ensemble, il faudrait quand même il y ait une certaine correspondance, il y ait une certaine compatibilité entre les valeurs que vous partagez. Si la femme dit non, moi je suis pour la monogamie, qu'elle est chrétienne par exemple, et que l'homme dit moi je suis musulman. Chez moi, on m'a dit que j'ai le droit de prendre autant de femmes que je veux. Ce n'est pas quand vous serez dans le mariage que vous allez parler de ce genre de choses, au fait. Il faut déjà déterminer cela avant. C'est pendant que vous êtes amis. Avant même de dire, de se lancer dans une relation. Et il y a l'éducation des enfants aussi, tu vois. Il y a l'éducation des enfants qui est déterminant. Les enfants risquent d'être désorientés sur le plan religion. Qu'est-ce que vous voulez que l'enfant retienne? À mon avis, je pense pas que la religion ait un impact assez significatif de nos jours sur les relations amoureuses, parce qu'il y a tellement de métissage entre les cultures, entre les ethnies et tout. Donc, pour moi, la religion n'a pas vraiment un impact sur l'issue d'une relation amoureuse. Et quand je prends un peu du point de vue catholique, j'ai remarqué que la plupart des chrétiens catholiques, en particulier, ont un peu l'esprit ouvert par rapport à ce genre de choses-là. Tu peux voir un chrétien catholique se marier ou musulman ou bien à autre religion. Mais par contre, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que les autres religions sont un peu fermées, en fait, sur cet aspect-là. Et quand je prends surtout les musulmans, en fait, il faudrait qu'on amène les parents ou bien les détenteurs de la culture ou bien de la religion à comprendre cet aspect-là, et afin d'éviter de bloquer ou bien de cacher la vie de leurs enfants, en fait. Les retombées d'un acte sont ce qu'on appelle communément le camar et même la foudre pour certains. Parfois, certaines personnes ne parviennent pas à pardonner ou même si elles pardonnent, elles gardent à l'esprit que la nature s'en chargera du reste. Est-ce qu'une certitude qui est vérifiée? Doit-on comprendre que le karma existe? Ceux que nous avons rencontrés dans la rue d'Abomey Calavi ont répondu à cette question au micro de Mathilde Aymon. Le karma pour moi n'existe pas. Si quelqu'un t'a offensé et que tu sais ou que tu comptes sur le karma, c'est ton problème. Tu ne cherches pas à surpasser cette dernière ou à lui montrer en fait qu'elle a tort, c'est votre problème. On dit que le karma est là, c'est un faux truc. Pour moi, le karma, ça n'existe pas. Tout dépend de celui qu'on a offensé. Ce n'est pas se venger en fait, non. Mais dis que non, il m'a fait ci, j'ai eu mal, du coup, la plupart du temps, c'est celui qui a offensé sans le savoir peut-être. Il continue sa vie et mène sa propre vie. Et vous, qui attendez le karma, vous êtes là à scroller. Pour le karma, je dirais pas directement que c'est un truc qui existe ou pas. Parce que c'est une question d'idéologie, de vision et d'interprétation. L'interprétation diffère en fonction de chaque individu. Un individu peut interpréter l'histoire d'une personne en disant que c'est à cause de telle chose qu'il a fait il y a de cela quelques années qu'il est en train de subir quelque chose comme ça. Ou bien c'est à cause d'un tel bien qu'il a fait qu'aujourd'hui maintenant il est ainsi. Or ça peut être seulement un coup du sort. Donc pour ma part, le karma n'existe pas. Sinon que moi je pense quand même que le karma existe. Parce que si tu fais du mal à quelqu'un, forcément tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. Même si la personne ne décide pas de te faire payer d'elle-même, la nature s'en chargera. Aucun mal ne reste impuni. Ça peut prendre du temps, des années, des jours, des mois, mais tu finiras toujours par payer. Quelles sont les nouvelles dans le reste du monde en ce samedi 9 novembre de l'année 2024? La grâce à Dieu y répond à travers ce marathon des nouvelles au plan international.
Une nouvelle page s'ouvre au Botswana. Douma Boko a prêté serment vendredi 8 novembre 2024. À 54 ans, il devient le nouveau président du pays après la victoire de Umbrella for Democratic Change, son parti aux élections législatives du 30 octobre, mettant fin à près de 60 ans de règne du Parti démocratique du Botswana. Pour cette journée historique, le Botswana a mis les petits plats dans les grands lors de l'investiture du nouveau chef d'État au stade de Gaborone, la capitale. Direction le Moyen-Orient où le Qatar a accepté ces dernières semaines d'expulser le Hamas de son pays à la demande des États-Unis, mettant ainsi un terme à des mois de tentatives infructueuses pour amener le groupe militant dont les principaux dirigeants résidant à Doha, la capitale qatari, a accepté un cessez-le-feu et un accord de libération d'otages dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas, ont indiqué des sources américaines et qataries. Asie du Sud, un attentat suicide à la bombe dans une gare du sud-ouest du Pakistan a fait au moins 25 morts samedi. Un groupe militant séparatiste de la région, l'armée de la libération Baloutch, déclare avoir perpétré l'attentat. 53 autres personnes ont été blessées dans l'attentat perpétré dans la ville de Quetta, a indiqué le commissaire Hamzat Shafkat dans un communiqué. Pour finir, l'armée sud-coréenne a affirmé ce samedi 9 novembre que la Corée du Nord menait depuis vendredi une campagne de brouillage de signaux GPS ayant affecté plusieurs bateaux et des dizaines d'avions civils en Corée du Sud. L'armée a appelé à la prudence les bateaux et avions civils sud-coréens circulant sur et au-dessus de la mer Jaune entre la Chine et la péninsule coréenne. Voilà donc le coup de sifflet de la page sportive de cette édition au Bénin. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire organise chaque année une formation à l'attention des arbitres en herbe dans le cadre d'un programme dénommé Jeune officiel. Cette année, la formation a eu lieu du 1er au 6 avril 2024 à travers tout le Bénin. Au cours de son intervention sur le bilan qu'on peut faire du secteur sportif au Bénin, le ministre des Sports béninois a parlé du programme et des ambitions du gouvernement. Il consiste à former nos jeunes enfants, nos frères, nos sœurs au métier du sport, à savoir le coaching, le reportage sportif, l'arbitrage et le secourisme. Là encore, les résultats sont encourageants et nous motivent à aller encore plus loin. Par exemple, de 2018 à 2022, il y a eu 8559 jeunes qui ont été enrôlés dans le programme, suivant les corps de métier. On peut dénombrer environ 1149 jeunes reporters, 2918 jeunes arbitres, 2092 jeunes coachs et 1999 jeunes secouristes, en plus des 401 jeunes arbitres de basketball. C'est un programme qui est suivi de très près. Aujourd'hui, certains des jeunes arbitres officient dans le championnat régional, ce qui leur offre des perspectives pour l'avenir. Je voudrais enfin rappeler à nos compatriotes que le 7 mai passé, nous avons lancé, en collaboration avec notre collègue du ministère en charge de l'enseignement maternel et primaire, le programme dénommé 0-10 ans, synergie éducative et sportive. Ce programme est dédié aux enfants des écoles primaires dans une première phase et vise principalement le développement harmonieux de la psychomotricité chez les enfants afin de les préparer à un avenir meilleur et certain. Au cours de son intervention, le patron des sports au Bénin a également évoqué la professionnalisation au milieu sportif. Vous savez, avant 2016, on comptait à peine 4 directions techniques nationales qui fonctionnaient de manière non structurée. Or, la direction technique nationale est essentielle pour contribuer à la formation des athlètes et à l'organisation des compétitions et au développement des stratégies en vue d'améliorer les performances nationales. Conscient que les investissements en matière d'infrastructures sportives et l'institution des différents programmes et projets sportifs devraient être accompagnés par des experts techniques, le gouvernement a pris des mesures au fin de doter, dans une première phase, 5 fédérations d'un effectif de 20 personnes, à savoir les DTN et leurs adjoints, les entraîneurs nationaux et leurs adjoints, des conseillers techniques régionaux, les entraîneurs de gardiens selon le cas, des préparateurs physiques et des secrétaires administratifs. Il est prévu également de prendre en charge les salaires des directeurs techniques nationaux et leurs adjoints pour les disciplines suivantes:
l'athlétisme, le handball, le basket et le volleyball. Prendre en charge les salaires des conseillers techniques régionaux, des entraîneurs nationaux, ainsi que de leurs adjoints pour les équipes nationales et celles des catégories d'âge pour les 5 disciplines retenues, à savoir le football, l'athlétisme, le handball, le basketball et le volleyball. Former également l'encadrement technique de toutes les fédérations sportives et former les formateurs par des experts des instances sportives internationales. Ces différentes mesures seront progressivement élargies aux autres fédérations en vue de couvrir toutes les disciplines sportives présentes au Bénin. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin à ce 13h de Radio Afrique Santé. Merci à Pafer Fodéo et Kamen Rodéo pour la collaboration technique et éditoriale. Au micro, je suis Romaric Tokwe. Belle journée chez vous et bon week-end à tous. Radio Afrique Santé. Merci les auditeurs. Merci. Continuez à prendre soin de votre santé. Merci les auditeurs. Merci et faites attention à vous. Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité.